Donc bienvenue dans ce talk du premier jour du 34C3. Aujourd'hui la traduction française. Next lecture here is from Artem. Next to the fact that bienvenue he's dans cette session sur le First Day Exploit how would I Development spell for it? Cisco iOS. Earning a nice amount of money probably at a lab that's quite renowned in the world as Kaspersky, and from that point on he's not just looking in this lecture to exploit development for Cisco stuff. We all suffered from this last year, or we all heard about it and don't know the impact maybe, but he's going to explain us the work he did on that field. So please, can I ask you all a warm welcoming applause for Artem Kotradenko? Do you? You got almost right. Okay, good. Please give him a warm applause and start. Hello, everyone. So excited to finally be able to attend Chaos Communication Congress. Very happy to see you all. So without further ado, let's jump into some practical iOS exploitation. So a few words about myself. My name is Artem. I do stuff, mostly security-related stuff, but mostly my areas of expertise are penetration tests, both internal and external. De choses au niveau sécurité, je fais test pénétration, je fais beaucoup de recherche également, et à ce niveau-là. Et cette présentation, c'est un peu la continuité de la présentation que j'ai fait à DEF CON. Donc je vais vous récapituler ce qui s'est passé plus tôt cette année. Donc 2017 a été marqué par plusieurs vulnérabilités au niveau des appareils Cisco iOS. Donc on a eu trois principales vulnérabilités. La première, c'est au niveau du Cluster Management Protocol, donc par rapport à l'authentification par telnet de l'exécution du code à distance. Le deuxième, c'est la partie SNMP, et ce sont les deux vulnérabilités qu'on va couvrir dans cette présentation. Et la troisième, qui concerne la DHCP, est encore en cours de recherche. Donc je vais pouvoir vous montrer une démo en live pour l'exploitation justement de cette vulnérabilité SNMP. Mais d'abord, commençons par la première, la faille telnet. Donc le 26 mars 2017, on a eu une annonce de Cisco comme quoi énormément de modèles de switch Cisco ont été touchés par une faille de sécurité, et qui, voilà, on n'a pas eu de résolution pour l'instant. Premier, les aspects de la vulnérabilité étaient comme suit. Donc on peut créer un cluster avec les switches Cisco, et il y a un protocole de management du cluster qui est basé sur le protocole Telnet. Donc l'option Telnet est parsée sans considérer si le switch est en mode cluster ou pas. Donc la gestion de ce protocole incorrecte entraîne un overflow au niveau du switch. Donc qu'est-ce qui est intéressant par rapport à cette vulnérabilité? Que la recherche côté Cisco ont été releasées par Wikileaks. La plupart des informations sont sorties sur Wikileaks, et montrant que les systèmes Cisco étaient impactés également. Donc on peut aller voir sur Wikileaks pour lire les informations particulières. Et voilà les notes d'un ingénieur qui testait cet exploit justement. Donc on a les informations ici encore sur le leaks. Donc on a plusieurs modes d'interaction. Par exemple, un hacker peut se connecter en telnet sur le service d'Overflow
et il peut être présenté à une shell pour se connecter. Et le deuxième mode, c'est toutes les connexions subséquentes en telnet seront faites sans utiliser les credentials. Donc la recherche complète a été présentée à la DEFCON 25 sur un Cisco Catalyst 2960 comme cible, et on a présenté les informations sur l'exploit et la manière dont on peut débugger. Vous pouvez regarder sur la vidéo YouTube et mon blog post ainsi que mon GitHub pour voir comment j'ai le code exécuté pour exploiter cette vulnérabilité. Mais moi, j'aimerais vous parler plus en détail de la deuxième vulnérabilité qui concerne le protocole SNMP. Donc, la principale motivation que j'ai eue, c'est que en créant un scan Nmap, une community par défaut était disponible sur un switch Cisco. Donc, le but était d'avoir accès au réseau interne. Donc, le hacker a besoin d'accès read-only en SNMP pour pouvoir accès au switch. Donc, on a un Cisco 2911, un routeur, un appareil typique présent dans beaucoup de réseaux. On a un MIPS, une architecture MIPS Big Endian. On n'a pas d'outils de debugging disponibles, et c'est intéressant que le firmware est relativement récent pour ce routeur. Donc, ça peut être intéressant de regarder les mécanismes de défense interne utilisés par Cisco iOS. Quand je dis qu'il est relativement récent, mais en fait, il n'est pas en fin de support, c'est qu'il n'est plus supporté. Appeared in 2017, in June 2017. But nonetheless, this is still a widely used device. Ça reste un équipement qui est relativement utilisé de manière extrêmement couramment. Find at least 3,000 devices with SNMP service available with default public string. On a au moins 3000 devices disponibles sur la communauté publique pour ce device. Donc, tous ces devices sont vulnérables au overflow SNMP, et est-ce qu'on peut utiliser un code, une exécution à distance pour ces devices? Donc, voilà, le challenge est accepté et on va voir comment on peut faire marcher ça. Donc, SNMP vient avec pas mal d'abréviations, comme MIB pour Management Information Based, et c'est une sorte de collection d'options qui peuvent être monitorées par SNMP sur un device. Donc, le MIB a des identifiants pour les objets. Par exemple, vous savez tous que une imprimante utilise SNMP pour monitorer le niveau d'encre dans les cartouches. Donc, ça vous donne le pourcentage d'encre disponible dans vos cartouches. C'est un exemple de la manière dont ça fonctionne. Donc, ça ressemble, les MIB ressemblent à une arborescence. Donc, on a les éléments principaux en haut, et ensuite on a tous les objets et les groupes d'objets qui peuvent être interrogés. Donc, on va regarder les requests get SNMP. Donc, c'est il vous faut, pour pouvoir faire des requêtes, il vous faut juste la community read-only et le string community read-only pour pouvoir récupérer les informations. Ici, par exemple, on a la version du routeur avec le champ de description, et on peut aussi utiliser une commande Linux toute simple comme SNMP get. Donc d'abord, avant de créer un exploit, on a un point de départ.
Donc, quelles informations on a? Donc, on sait qu'on a 9 vulnérabilités au niveau des MIPS. Et on a juste besoin de la community read-only. Donc, pour faire le fuzzing, j'utilise Scapy. C'est un outil, un toolkit qui permet de travailler avec des protocoles réseau. Et ici, je crée un identifiant objet valide qui répond à une certaine description, à un objet de l'identifiant. Et ensuite, je crée un paquet UDP à l'intérieur de la communauté SNMP avec un identifiant objet. Bien sûr, ça ne va pas déclencher l'overflow parce que l'objet est parfaitement correct. Donc voilà, on veut que le routeur réponde à cet objet. Donc on a plusieurs possibilités. On peut prendre le firmware et extraire toutes les valeurs du firmware en fichier texte. C'est très facile à grepper. Une autre manière est de regarder les MIB qui sont vulnérables et qui sont spécifiés dans l'advisory sur le site internet. Et on peut voir tous les identifiants affectés au niveau du site internet sur l'arborescence du MIB. Donc le protocole le protocole nous concerne pas parce que c'est pas une partie de notre exploit. Donc on a notre OID, notre Object Identifier. C'est la requête qui a fait crasher le routeur. Donc si on se connecte au switch avec un câble série pour vérifier, on voit et qu'on a eu un crash. On va voir cette trace ici, cette information. On a un programme counter corrompu. Et ici, on voit également les informations au niveau des clés de registre qui sont apparues au moment du crash. Donc ici, on voit qu'on a le contrôle des compteurs du registre et du programme. S0, S3, S4, S7. Donc on sait aussi qu'on a 60 bytes en plus au niveau du stack. Donc on sait, voilà. Donc comment est-ce qu'on arrive à exécuter du code shell directement au niveau du stack? Est-ce qu'on peut accéder au stack? Est-ce que le caching est activé? Est-ce que le cache est un problème pour nous? Est-ce qu'on peut écrire du code, des sections de code? Est-ce que l'intégrité du code est vérifiée ou pas? Mais ce qui est le plus important, c'est est-ce qu'on peut renvoyer du code d'exécution vers le processus SNMP? Si vous avez une erreur ou quelque chose qui se passe au niveau de l'iOS, le Cisco iOS peut crasher. Un des indicateurs d'une compromission du système, c'est un changement du système. Donc il va falloir créer une vulnérabilité qui ne va pas faire crasher le service SNMP. This is by no means a complete list. But these researchers actually helped me a lot and seem interesting. Donc je vais vous parler de recherches précédentes qui ont été effectuées au niveau d'iOS. Donc c'est pas une liste exhaustive, mais vous pouvez vérifier par exemple l'exploitation des routeurs qui ont été faites par FX, Félix Lindner, et Cisco iOS Shellcode All-in-One par George Nosenko, qui vous montre exactement comment iOS fonctionne au niveau des exploits. Et la troisième ressource, comment cuisiner Cisco, How to Cook Cisco, développement d'exploits de vulnérabilité pour
Cisco iOS par George Nosenko également. So basically, if I were to tell you how iOS works in one slide, donc si on devait parler comment fonctionne iOS, iOS fonctionne comme un binaire unique tournant en mémoire. C'est un unique fichier ELF qui est chargé au démarrage. Pas d'API, pas de symbole, rien du tout. Ça peut être difficile à utiliser parce que en raison des différentes versions, on peut avoir des différences d'offset et donc on peut avoir des problèmes pour faire fonctionner différentes versions d'iOS ensemble. Use the copy command. It supports TFTP and FTP protocols. On peut utiliser une commande de copie pour télécharger un firmware en TFTP ou FTP. La première étape consistera à décompresser le paquet qu'on va uploader. Le résultat de la décompression sera impliqué. And we know that this is MIPS because we saw the registers. 32 bits. This registers tell us that it was indeed MIPS architecture. So one thing I want to note, the actual firmware gets loaded into address 800F00, but the program counter is located at address 4. And this is because iOS, when it loaded the firmware, donc quand iOS load le firmware, il mappe la mémoire sur 4.0.0.0.F.0.0.0. Et ça c'est important parce que pour avoir les références correspondantes, il faut pouvoir mapper ça au 4.0. Et ensuite derrière, on peut avoir les Xref corrects par rapport aux différentes requêtes. Mais pour créer une vulnérabilité, c'est pas suffisant d'utiliser toutes ces références, etc. Donc c'est important de créer un environnement de debugging. Et iOS peut être débugué facilement par le biais d'un port série. Et il y a une commande JDB kernel qui permet d'accéder au serveur JDB sur le device en interne. Mais c'était en tout cas parce que la fonctionnalité a été supprimée dans les nouvelles versions d'iOS. Mais il y a quand même une manière pour activer JDB. Il suffit de rebooter le device, envoyer une séquence d'escape au device sur la ligne série et ça vous amènera sur la ROM, la shell du ROM, ROM Monitor Shell. Donc c'est une option de boot ultra simple qui vous permet de booter manuellement votre firmware. Donc avec le flag, et ça vous permettra de lancer l'intégralité du firmware sur le JDB. Et une fois que le firmware sera loadé, le JDB fonctionnera. Et maintenant, on peut réutiliser, utiliser JDB, notre JDB préféré, et débugger iOS par le port série. Donc iOS utilise un subset de commandes différents pour JDB. On a un JDB server-side, mais on n'a pas d'outils de debugging côté client de Cisco publiquement. Voilà, c'est les ingénieurs Cisco, le support Cisco qui doit s'en occuper. Même s'il y a eu pas mal d'efforts au niveau de la communauté pour créer des outils ou des processus pour débugger iOS.
Et si vous cherchez un moyen de débugger Cisco iOS, il y a pas mal de tutos disponibles, comme patcher une ancienne version de GDB qui supporte toujours iOS, mais ça marche pas. Et je l'ai essayé, mais la seule chose que je pouvais faire, c'était lire la mémoire, faire du tracing, mais ça marche pas. Voilà. Un autre moyen, c'est d'utiliser un outil sympa qui s'appelle IODID. C'est un débugger graphique qu'on voit sur l'écran. Ça fonctionne vraiment, c'est un super outil, mais le problème c'est que ça supporte uniquement les architectures PowerPC. Donc il y a besoin sûrement de beaucoup de patching pour un device spécifique pour le faire fonctionner. Voilà. Et la dernière possibilité, c'est créer notre propre debugger. Et donc pour ça, il faut connaître les commandes que supporte Cisco. Donc on peut faire un read de la mémoire, une lecture mémoire, écriture mémoire, lister les instructions, lire et écrire les commandes de registre. Donc, on a des exemples de commandes. C'est assez simple de créer un debugger parce que toutes les commandes sont envoyées en texte, en lisible, par le biais de la connexion série. Donc, de cette manière, j'ai pu créer un script Python avec Capstone assez rapidement pour pouvoir débugger iOS. On peut inspecter les registres. Il y a une gestion des breakpoints. Donc on peut avancer, reculer et éventuellement vider la mémoire. Pour trouver l'endroit où le SNMP overflow avait lieu, il suffit de suivre les chaînes XREF et de les suivre jusqu'au crash. Mais une manière plus efficace de le faire est de crasher la device et d'inspecter la stack une fois que la machine a déjà crashé. Certaines fonctions retourneront des adresses et voire même vous rendront la main. Et vous indiqueront où se trouve le crash. En fait, le crash avait lieu quelque part entre les adresses 0 et 6. We load the values from the stack to registers S0 to S6, and also we load value into register RA. And this is an important register. Et on avait la valeur dans le registre RA. Il faut savoir que presque toutes les fonctions dans MIPS retournent une valeur. Donc nous avions l'espace dans la stack et suffisamment pour placer en fait un code shell et pour le faire exécuter peut-être. Ce problème c'est que la stack est quelque chose d'imprévisible. Il n'y a pas d'espace alloué normalement dans la stack dans le firmware. Il n'y a pas d'instructions dans la stack qui permettent d'adresser un espace particulier. Pas d'instruction ALSR. Ce qui signifie qu'on ne saurait pas à quelle adresse sauter pour exécuter du code. La partie data est divisée en plusieurs offsets et on pourrait crasher dès qu'on commencerait à exécuter du code.
Donc, c'est à propos d'ASLR. C'est la première fois que je voyais cette randomisation au niveau d'iOS. Dans les vulnérabilités que j'ai vues avant et les problèmes, on parlait de diversité des firmware, donc il y avait tellement de versions de firmware, et pour exploiter une vulnérabilité, on ne pouvait pas vraiment aller directement vers le code à cause de toutes ces versions de firmware qui ont été faites par plein de personnes différentes. Mais ici, on voit l'ASLR avec la partie texte et la partie data qui sont loadés avec deux offsets différents après chaque reboot. La deuxième chose après l'offset, c'est la partie caching des données. Donc, tout est écrit dans le cache et on a la partie garbage instruction qui est envoyée au cache derrière, au stack derrière. Donc, c'est pas un problème d'exécution de code, c'est un problème d'utilisation du cache et but unfortunately, we still have ASLR, so we can't really jump to donc on ne peut pas réellement sauter à n'importe quel offset. Par contre, il va falloir trouver une autre technique. C'est une... So this little piece of software that gets loaded before the actual firmware might actually help us. Cette petite fonction pourrait nous aider. C'est une fonction de la ROM, du firmware. And the interesting feature of this ROM shell, it's actually allowing you to disassemble. La partie sympa de cette partie de ROM nous permet de récupérer une adresse. You will get a stack trace revealing the actual address of the ROM monitor. And what's the most interesting thing, le plus intéressant, c'est que ROM est localisé à BFC 000. Et en fait, on peut réutiliser son code pour le rappeler au niveau du debugger. Il suffit de le télécharger pour récupérer une bonne version. It's really great because we can use it for building ROP chains. Il se trouve que ROM se repositionne toujours au même endroit en mémoire malgré les différents reboots. Ça veut dire que il peut être utilisé pour créer une chaîne ROP. So how do we build an exploit? So the overview is as follows. We jump to ROM1. On peut aller sur ROM1 à une adresse fixe, un offset fixe. Using the code reuse technique. En utilisant une réutilisation de code, créer une chaîne d'écriture ROP et ensuite, avec la réutilisation de code, en fait, remplir la stack jusqu'à faire exécuter du code par le service SNMP. Et c'est important parce qu'on va uniquement exécuter 4 bits, donc c'est important on va pas pouvoir réécrire tout un firmware. Et une fois qu'on a réécrit ça, qu'on a écrit ça dans la mémoire, on va passer au niveau du shellcode. Donc voilà comment ça fonctionne. On fait l'overflow au niveau du ROM-mon. Ensuite, on va sur la partie ROM monitor. Ensuite, derrière, on fait l'écriture de 4 bits juste avant la section texte pour pouvoir récupérer les informations SNMP. Donc voilà, on voit ici le flux de comment on écrit notre exploit. Donc qu'est-ce que ROP? Un peu plus d'informations sur la partie Return Object
Oriented Programming. Donc l'idée derrière, c'est de ne pas exécuter le code shell directement, mais d'utiliser le code au niveau du binaire pour exécuter des informations. Donc on utilise le stack comme une source de données avec les instructions qui sont utilisées. Donc en fait on utilise des gadgets qui sont enchaînés les unes avec les autres en utilisant les instructions de jump call rate. Donc il y a deux actions, il faut qu'ils exécutent le payload et il faut aussi qu'ils transfèrent les instructions, qu'ils contiennent les informations pour le transfert du flow d'exécution vers le gadget suivant. Les problèmes, les limitations au niveau de ROP, c'est qu'on n'a pas tant de gadgets que ça de disponibles, on a la plupart des gadgets modifient le frame du stack et la plupart des gadgets font 200 kilobytes. Et la plupart sont des uploads fonctionnels qui modifient le frame du stack. Ils suppriment des variables locales avant de récupérer les fonctions associées. Et du coup, c'est important parce que ça peut facilement crasher la vulnérabilité que vous essayez d'exploiter. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ROP? Pas mal de choses, mais la plupart du temps, on utilise pour faire des lectures, des écritures arbitraires en mémoire, ce qui peut amener à une exécution de code arbitraire. Donc l'idée, c'est de trouver un gadget qui envoie des valeurs, qui load des valeurs du stack au niveau des registres. Donc par exemple, on a un registre V0 qui contient les valeurs qu'on veut écrire et un autre gadget qui s'appelle S0 qui a les adresses que l'on veut écrire. Donc, on veut, en fin de compte, trouver un gadget qui va aussi loader des informations du stack pour aller vers le gadget suivant. Donc, on n'est pas obligé de checker ces gadgets manuellement. Il y a pas mal de tools comme Roper, par exemple, qu'on trouve sur GitHub. Avec des instructions adéquates et qui va vous permettre de construire votre ROP chain, la ROP chain nécessaire avec les gadgets nécessaires. Maintenant, la prochaine étape au niveau de comment les ROP chains fonctionnent dans notre vulnérabilité, et après on va passer à la démo. Donc voilà un stack parfaitement sain. Avec un frame. Donc on a des variables locales au niveau du stack, on a une adresse de retour et on a une fonction vulnérable au niveau de notre variable locale. Donc voilà ce qui se passe une fois qu'on applique notre ROP. Donc on fait un overflow au niveau des variables locales et ces variables sont probablement écrites dans S0 et S6 dans les registres généraux. Mais on a aussi la partie qui va passer au niveau du ROM monitor. On a 60 bits et après on va passer au niveau OID. Ce qu'on fait ici, c'est qu'on va prendre la valeur de S0, on contrôle la valeur de S0 et on la déplace dans le registre V0. Donc c'est uniquement pour ça, parce qu'on n'a pas d'autres gadgets qui utilisent la valeur S0 pour écrire des données. Donc on est obligé d'utiliser la valeur de registre V0. Ici, on voit qu'on a l'adresse de retour qu'on load au niveau de S0 également, et on a aussi l'adresse au niveau de ROP data 2 qui revient.
stops executing, we have S0 points to a memory. We want to write. Maintenant, on a S0 qui pointe vers la mémoire, V0 qui contient 4 bits, 4 octets, juste avant la section de code qui nous intéresse. Gadget that is performing the arbitrary write is le gadget va s'occuper de l'écriture register V0 à partir de V0 to a pointer referenced à un pointeur référencé dans A0. La dernière chose, ça va être de rendre le contrôle après l'exécution du gadget. Et pour ça, il va falloir lancer l'exploit plusieurs fois. 30 bytes and hex down the stack, and this actually means that ça signifie au final the process that we will return to will crash if we don't point the stack pointer. Le process risque de faire crasher. We find a gadget that will move the stack pointer down to. Donc on charge des valeurs qui vont permettre de déplacer le pointeur vers le bas pour avoir un stack parfaitement sain. Et on a également les valeurs de retour. RA qui symbolise notre adresse de retour de la fonction valide. Donc de cette manière, on peut créer une écriture de 4 bits sans problème et on peut le refaire plusieurs fois. Et la dernière chose qu'on fait, c'est qu'on fait un overflow du stack encore une fois, et ensuite on va vers le code shell. Donc ce qui nous fait passer à la partie shellcode. Donc la section de code est éditable. Donc il n'y a pas de raison pourquoi on ne pourrait pas envoyer du code au niveau du shellcode. Donc on voit ici qu'on a une sorte d'authentification qui va aller vérifier si l'utilisateur mot de passe est vérifié ou pas. Et donc par exemple ici on peut créer une fonction qui va accepter certains credentials au niveau de l'appareil. Donc ce qu'il fait, le code shell inspecte le stack et l'adresse de retour pour calculer l'adresse ASLR, l'offset de l'offset ASLR. Donc on veut patcher quelque chose au niveau de la SLR et ensuite il va écrire des zéros, ce qui est un check pour un mot de passe telnet par exemple ou pour un mot de passe activé. Et ensuite on va passer au niveau du service SNMP. On va faire passer ça au niveau du service SNMP. Donc maintenant, on va faire une démo. On va voir si je vais pouvoir vous faire une démo en live. Alrighty. Bon, on y va. So here we have the ici nous avons to the device. La connexion à l'équipement. We have a shell. On a accès au shell. So what we do now, maintenant, ce qu'on va faire, inspect the password on the telnet service to on make va sure it's regarder le password au niveau telnet. We don't know mauvais password. Ok. What we do now, on génère des invalides passwords. Is we launch the actual exploit. Et là maintenant on va lancer l'exploit. As parameters, it takes the host community and shellcode in hex. En paramètre, il faut indiquer la communauté. So this is the shellcode I was talking about that patches the code flow. C'est le code shell. C'est le code shell dont je parlais que je vais utiliser.
So let's try it. C'est bon. So here you see that we initiate writing the 4 bytes. On a commencé à écrire des séquences de 4 octets, des sections de texte, et en fait, basically this writes the shellcode into the memory. So on est en train d'écrire progressivement le shellcode à l'intérieur de la mémoire en utilisant cette vulnérabilité. Jump to the shellcode. Ensuite, on pourra directement sauter à l'adresse où nous avons installé ce shellcode et l'exécuter. So let's see. Voilà. Please do not crash. Allez, ne crache pas. So, yes. C'est bon. So back to the slides. Revenons au slide. And of course, you can build a shellcode that will unset this behavior and Donc, vous pouvez patch the process back to enable the password. Vous pouvez écrire n'importe quel shellcode et lui faire faire n'importe quoi. Mais cet exploit relève d'un niveau particulier de firmware et de ROM-mon. Et certains routeurs particuliers. Actually, you have not that many versions of ROM Il n'y a monitors pas tant de versions de ROM-mon disponibles. Il y en a que 5. Seulement disponible pour les routeurs 2811. Et il va falloir le faire crasher un paquet de fois avant de pouvoir charger du code. Donc vu qu'on n'a que 5 versions, on peut éventuellement, on le crashera maximum 4 fois avant d'avoir trouvé le bon firmware. Donc les régions au niveau des ROM-mon, donc on peut upgrader la ROM-mon. On a une région spéciale pour upgrader, un lieu spécial, et la ROM-mon est toujours située avec le même offset. Donc même si on update la ROM-mon, la version read-only sera toujours située au même endroit, au BFC 000. Donc tous les routeurs qui ont été manufacturés au même moment auront cette ROM-mon au même endroit. Donc par exemple, on peut le vérifier au niveau du numéro de série. Donc par exemple, mon routeur ici a la version de firmware par rapport à l'endroit où il a été manufacturé à l'année. Donc pour résumer tout ça, ne laissez jamais les mots de passe par défaut, n'utilisez jamais les communautés publiques sur des devices qui sont exposés à l'extérieur. Faites attention à ce que vous exposez sur des réseaux externes. Et bien sûr, il faut patcher les devices et il faut faire très attention aux devices qui sont end of life et qui n'ont plus de support. Right, guys. Thank you so voilà, much messieurs, merci beaucoup pour votre attention. Donc c'était votre traduction en français, réalisée par Ironic et David. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Si vous avez le moindre feedback, Twitter @C3Lingo ou le hashtag C3T sur Twitter. Et maintenant, on va passer aux questions. Des questions dans la salle? Hi, I'm a random network admin. Salut, je suis un admin réseau random et je sais que beaucoup de gens utilisent la même communauté SNMP sur beaucoup de leurs devices. Et à ma connaissance, si on peut accéder en read-only à ces routeurs, on peut utiliser le même principe exposé pour hacker sur tous les devices. Donc, ne pas utiliser la même community sur tous les devices, ça serait une idée?
Donc ce qui est important, c'est d'updater les routers, parce que ça, c'est une vulnérabilité de patch. Donc c'est un patch qui est exploité et il suffit d'updater pour... voilà. Donc le problème d'utiliser la même communauté ne devrait pas exister. Someone else having a question there? Yes. D'autres questions? It's alive. Une question d'Internet. Yeah, now I've actually got a microphone. The internet is asking how much Internet demande put into this whole project. Combien de temps vous a pris ce projet? Working on this exploit, Donc travailler sur cet exploit m'a pris à peu près 4 semaines, voilà, environ, entre la découverte du device jusqu'à la création de l'exploit final. Thank you. I have a question maybe for you as well. J'ai une question peut-être pour vous. You have lots of volunteers who are working with you as well in researching these exploits. Or volunteers? Vous avez probablement beaucoup de personnes qui ont travaillé avec vous sur cette vulnérabilité. We don't have any volunteers. This is all part of my work. Non, j'ai pas vraiment beaucoup de volontaires qui travaillent avec moi. Ça fait partie de mes recherches personnelles. Merci beaucoup pour cette présentation vraiment éclairante. My mic on? Okay, so the actual proof of concept and the debugger will be released in a few days. So, le proof of concept et la publication de cette vulnérabilité, tout cela sera publié d'ici une semaine. Thank you.